Chers étudiants, bonjour. Je vais vous faire l'analyse d'un texte qui s'étale sur 3 pages, à savoir la page 57, 58, 59, du roman Les bouts de bois de Dieu de Saint-Bin Ousmane, écrivain et cinéaste sénégalais, et qui appartient à la littérature, dite littérature négro-africaine d'expression française. Je rappelle que Saint-Bin Ousmane est un écrivain engagé. Il s'est attelé à la tâche combien méritoire de défendre les intérêts de son peuple qui a été victime, comme d'ailleurs tous les peuples africains, la quasi-totalité des peuples africains, étaient victimes d'injustice, d'abord coloniale, puis par la suite d'injustice dictatoriale. Je rappelle aussi que selon la périodisation thématique établie par les critiques de la littérature négro-africaine, le roman est passé par 2 grandes périodes, à savoir la période coloniale et la période post-coloniale. Donc, je disais que j'allais faire l'analyse d'un texte extrait des bouts de bois de Dieu, de Saint-Bin Ousmane. Le texte commence par: le bureau de Monsieur Dejean était situé au 2e étage de l'immeuble de la direction de la régie du chemin de fer, et se termine par merci encore. Donc, dans ce texte, il s'agit de la mise en scène du personnage de Monsieur Dejean, agent colonial par excellence. Nous allons essayer d'analyser le portrait physique, mais surtout le portrait moral de ce personnage, qui est l'emblème de la colonisation française et qui est l'emblème de ce sentiment de supériorité cultivé par l'agent colonial en Afrique subsaharienne lors de la colonisation. Donc le texte commence par une description du bureau de Monsieur Dejean. Je cite le texte: c'était une pièce spacieuse aux murs de couleur crème auxquels étaient accrochées des fauteuils sous verre. 6 fenêtres s'ouvraient sur la perspective du dépôt et des ateliers. Au plafond, un ventilateur au large palme ronronnait doucement dans un angle sur une table, une maquette du réseau avec un petit train miniature. Déjà, on remarque le luxe, justement, dans lequel travaille Monsieur Dejean. Et je tiens à vous dire, justement, que l'espace, dans son traitement par le romancier africain de manière générale, est caractérisé par une logique dichotomique. C'est-à-dire que vous avez l'espace du colonisateur et vous avez l'espace du colonisé. Ces 2 espaces sont opposés géographiquement, culturellement, mais aussi symboliquement. En règle générale, l'espace du colonisateur est situé sur une hauteur et l'espace du colonisé est situé en bas. Donc vous voyez le clivage, pardon. Vous voyez ici déjà le clivage s'installe. Vous avez l'espace du plus fort et l'espace du plus faible. Et cet espace, en fait, détermine la vision du personnage
des choses. Et ce clivage, cette dichotomie, accentue le décalage qui existe entre le colonisateur et le colonisé. Et nous allons voir dans ce texte que cet agent colonial représente une force maléfique, à savoir celle de la colonisation. Je cite le texte. De Jean, l'agent général tournait en rond dans son bureau, les mains tantôt derrière le dos, tantôt dans les poches. C'était un bonhomme court, sur pattes, chauve, le crâne en dos d'âne. Nous avons là le portrait physique de Jean. C'est un portrait qui met l'accent sur l'aspect corporel du personnage. Et il y a une sorte d'ironie de la part du narrateur qui réduit en fait de Jean à une bête. Et c'est une description qui fait rire. On note par conséquent qu'il y a de l'humour dans cette phrase, comme d'ailleurs dans le roman dans sa totalité, l'humour en fait qui permet à l'écrivain, qui permet à Saint bin Ousmane de dévoiler une réalité amère, celle vécue par les colonisés. Alors, je cite le texte. 20 ans auparavant, De Jean avait été un employé zélé. Il était arrivé à la colonie avec l'intention de faire fortune rapidement. On voit là les intentions préalables de Jean, qui, contrairement aux thèses défendues par le colonisateur, à savoir le fait que l'Occident est plus fort que l'Afrique, et donc il était du devoir de l'occidental de civiliser les peuples africains, les peuples africains qui sont au stade enfantin de la culture, et donc il était du devoir de l'occidental de les civiliser. Et cet occidental oublie que la culture africaine, en général, est une culture séculaire séculaire et qui est très très riche et qui a des prolongements en fait dans un passé glorieux. Donc De Jean affiche dès le départ en fait ses intentions. Il voulait faire fortune rapidement, c'est-à-dire il n'avait pas l'intention de civiliser ces gens, de civiliser les Africains, de les aider, mais il avait l'intention de s'enrichir. Et par extension, on peut dire que l'Afrique est une source de richesse pour le colonisateur. Je cite le texte, il rêvait même à propos de sa compagnie. Il avait très vite franchi les premiers échelons. À cette époque, il y avait peu d'Européens qui restaient longtemps à la colonie. Donc c'est un personnage arriviste, et c'est un personnage qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Donc nous voyons qu'il y a une sorte de dévoilement de la perfidie, en fait, de ce personnage et de ses mauvaises intentions. Je cite le texte. De Jean, lui, n'était retourné que 2 fois en Europe, et son plus long séjour n'avait pas excédé 2 mois, encore était-ce pour son mariage. De plus, il était sobre. Nous avons là, justement, un portrait, un des éléments, en fait, du portrait moral du personnage. Portrait, en fait, que
que dénonce le narrateur. Il était sobre, mais il était tellement rusé et sournois qu'il a pu euh, même momentanément domestiquer les Africains. Et dans le texte, on remarque aussi que De Jean est brutal. Voilà ce qu'en dit le texte. De Jean avait rapidement étouffé le mouvement et pour le récompenser, la direction l'avait nommé chef de bureau. Donc l'accent est mis ici sur la brutalité de la colonisation, dont les conséquences étaient catastrophiques sur l'Afrique. Et vous voyez que le roman en général se présente sous forme d'un document, entre guillemets, d'un document, et qui n'a rien à voir avec le document historique parce qu'on est dans la fiction, d'un document qui nous renseigne justement sur une partie de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Et ce document mêle réalité et fiction, c'est-à-dire que l'arrière-fond réaliste, l'arrière-fond réel est là, c'est-à-dire que les événements sont facilement repérables historiquement, ou ce à quoi les événements du roman font allusion sont facilement repérables, mais c'est cet écart entre la réalité et la fiction qui est entériné par ce qu'on appelle le discours romanesque, qui fait en fait que l'œuvre de fiction en général est, à mon sens, beaucoup plus percutante et beaucoup plus riche en fait que le document historique. Parce qu'à travers, justement, à travers la mise en scène de personnages fictifs dont la psychologie est véhiculée par les commentaires, par la description du narrateur, cette psychologie en dit long sur la teneur justement de ce discours romanesque. Alors, je cite le texte, De Jean continuait ses allers-retours d'ours en cage, et cette métaphore, ou disons ce rapprochement entre De Jean et l'ours, qui est un animal brutal, un animal redoutable, un animal qui ne recule devant rien, montre l'atrocité de ce personnage. Je cite le texte, le matin même, il avait refusé de recevoir les représentants des ouvriers, parmi lesquels se trouvaient des fils de ceux qu'il avait matés 9 ans auparavant. Il était décidé à ne pas céder. Donc, c'est un personnage jusqu'au boutiste, c'est un personnage qui va jusqu'au bout de ses convictions, si cruelles soient-elles. C'est un personnage qui ne recule devant rien et c'est un personnage qui est déterminé à mater la révolte et déterminé à asservir la population noire. Je cite le texte, il devait d'abord, et c'est De Jean qui parle, il devait d'abord reprendre le travail, un point c'est tout. Donc c'est un personnage qui est ferme sur ses positions et qui ne laisse aucune chance pour le dialogue. C'est le sentiment de supériorité qui est mis en valeur et c'est
c'est ce désir d'hégémonie et cette volonté de soumettre la population qui est mise en évidence. Donc, De Jong est un personnage autoritaire, il est le prototype de l'agent colonial. Je cite le texte. À ce moment, la sonnerie du téléphone se fit entendre. De Jong se précipita à son bureau, saisit le récepteur et s'assit dans son fauteuil de cuir. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, le narrateur rappelle le luxe, en fait, caractéristique du bureau de Jong. Alors, allô, oui, lui-même. Moi, je cite le texte, ce sont les propos de Jong. Non, ils n'ont pas encore repris. Non, je ne les recevrai pas aujourd'hui, demain non plus. Ce qu'ils demandent, une augmentation de salaire, 4000 auxiliaires, allocation familiale et retraite. Pardon, je vous entends mal. Donner des allocations familiales à ces polygames. Voilà. Donc, dans les propos, les propos de Jong, il y a une sorte de rabaissement, en fait, du noir. C'est-à-dire que le noir est dévalorisé. C'est-à-dire que le noir noir entre guillemets, n'a pas encore atteint le statut, justement, d'homme qui puisse lui permettre, justement, de se prendre en charge. C'est pour cette raison que De Jong mise, en fait, sa suprématie et son intervention musclée sur ce sentiment de supériorité. Alors, donner des allocations familiales et c'est polygame. Déjà, pour lui, la polygamie est une part. Pour lui, la polygamie est quelque chose de mauvais. Mais De Jong oublie que la polygamie fait partie intégrante de la culture africaine. Et donc, la polygamie, si elle est mal vue, si elle est mal vue en Occident, si elle est mal vue par De Jong, elle ne l'est pas par les Africains. Et donc, il y a une sorte de négation dans les propos de Jong, il y a une sorte de négation, justement, de la culture africaine. Et il y a comme je l'ai dit, il y a une sorte de négation, et il y a une sorte de démolition, justement, de la culture africaine, et sorte de démolition, de déconstruction, un travail de sape, justement, de la culture africaine, pour mettre, justement, à la place de cette culture, des schémas culturels occidentaux qui ne conviennent pas, justement, au contexte africain. Et qui a ses propres lois et qui a ses propres schémas culturels. Je continue. Alors, dès qu'ils ont de l'argent, c'est pour s'acheter d'autres épouses et les enfants pullulent comme des fourmis, je vous assure. Voilà, il se moque, alors De Jong se moque des Africains. Alors, la voix de De Jong était différente, son interlocuteur devait être un personnage important, c'est-à-dire celui à qui il parle au téléphone. Je continue à citer le texte. Les soldats, oui, ils sont là. Des blessés, oui, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas le nombre exact. Des morts, non, pas de morts. D'ailleurs, les soldats avaient pour consigne de les effrayer seulement. Et donc, on comprend bien que le projet ou que la politique justement de De Jong, qui représente tout un système colonial, est basée justement sur des armes redoutables, donc justement l'intimidation. Et De Jong veut semer la panique dans les rangs des grévistes. Et comme ça, il aura, c'est d'ailleurs ce qu'il croit, il aura gain de cause. Alors, renforcer la troupe, oui, c'est une bonne idée. Merci de votre intervention. Les Noirs, j'en fais mon affaire. Merci de votre... Les Noirs, une sorte d'humiliation
d'humiliation flagrante. D'humiliation flagrante, et genre de gens parlent justement comme s'ils parlaient à des subalternes. N'ayez crainte, ce sera comme la dernière fois. S'il persiste, nous avons un bon allié, c'est la fin. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure d'armes redoutables et nous avons donné comme exemple l'intimidation. Nous avons ici la fin, c'est-à-dire que c'est un projet en fait diabolique que celui justement de faire des Africains des affamés qui justement ne penseraient en fait qu'à leurs besoins élémentaires et comme ça, ils s'éloigneraient justement des grandes questions qui les hantent, les éloigner justement de bâtir leur société sur des bases solides. J'attends mes collaborateurs que j'ai envoyés aux nouvelles, nous allons dresser un plan. Pardon, mais je les connais, je vous assure, ce sont des enfants. Alors j'ai dit au début de mon intervention, seulement que de gens, ou de façon générale, l'agent colonial, considère le noir, considère l'Africain comme un enfant, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge adulte. L'âge adulte d'un point de vue culturel. Et donc, il est obligé, ou disons, pardon, il a besoin d'une sorte de tutelle qui puisse le guider vers la réalisation de ses vœux. Sauf que cette tutelle est une arme à double tranchant et elle n'a que des inconvénients. Donc cette vision en fait qui considère que le négro africain, que le noir, que l'africain en général, est cette vision qui associe l'africain à un enfant est vieille, elle est très ancienne. Rappelons-nous de ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, et qui consistait justement à répondre à la question, est-ce que le noir a une âme? Déjà, il y a quelques siècles, a une âme, et on a passé quelque chose comme 7 ans, justement, à essayer de répondre à cette question et à vouloir prouver que finalement, le noir n'a pas d'âme, donc il n'est pas encore, ou il n'a pas encore accédé au rang d'être humain pour qu'il puisse bénéficier du salut. Pour qu'il puisse bénéficier du salut promis justement par l'Église catholique. Alors je reviens au texte pour le citer. Ah oui, vous avez raison, derrière tout ça, il doit y avoir quelques énergumènes qui les excitent et les manœuvrent. Déjà, de gens est très allergique, c'est ce que nous apprend justement cette phrase, très allergique, à la notion de chefferie africaine, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de chef africain qui puisse guider les grévistes. Donc il faut chercher à éliminer et à neutraliser justement ce chef présumé. Je rappelle que la figure de Bakayoko dans le roman, de façon générale, est présente, mais je rappelle aussi que Bakayoko, que l'implication effective de Bakayoko dans les événements n'est pas vraiment de taille. C'est-à-dire que symboliquement, il est en fait le mentor, le meneur, sans justement, sans qu'il s'implique dans les événements. Et c'est cela en fait qui est, disons, en filigrane, qui se lit en filigrane comme critique en fait de la part de Saint-Benoît Ousmane, le romancier, critique de Bakayoko. Il le fait ailleurs, notamment dans l'Harmattan, où justement il critique l'attitude de Tangara, médecin-chef de l'hôpital, qui
qui est un personnage apolitique. C'est un personnage qui n'est pas très, très engagé dans l'action politique. Alors, je reviens au texte pour le citer. Des types plus avides de titres plus que d'argent. Je connais mes Africains, pourris d'orgueil. Ce possessif, mais on dit là sur ce désir de possession de la part de l'Occident, de la part du colonisateur. Il veut posséder. C'est-à-dire que les Africains font partie des biens, justement, de gens et de l'agent colonial en général. Pourri d'orgueil, d'accord, je vous rappelle demain, à la même heure. Soyez sans crainte, cela ne sortira pas du territoire. Voilà. Donc, pour récapituler, je dirais que, ce texte se présente sous forme de dénonciation des abus de l'agent colonial représenté ici par deux gens et qui use de tous les moyens pour faire taire la révolte des cheminots. Réussira-t-il à le faire? On verra par la suite lors de l'analyse d'autres textes. Merci.